Bonjour mes amis, je vous accueille sur ce numéro 129 donc de nos webinars. Et comme je vous le disais la semaine dernière, on est passé donc de 7 bits, maintenant il faut 8 bits parce que 128 ça allait, 129 ça ne marche plus. Le thème d'aujourd'hui, c'est le temple de la reconnaissance, le temple de la renommée. Vous savez, dans nos métiers, hein, vous savez comme moi, donc on est un petit peu sous pression. Et de temps en temps, il faut savoir respirer un peu, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Parce que, d'abord, c'est l'histoire de l'informatique est quand même passionnante, et puis de temps en temps, il faut un petit peu se retourner vers ces personnes qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je vous ai préparé un temple de la renommée à ma manière, hein, donc avec bien entendu des choix qui seront tout à fait contestables, mais ça, j'y reviens donc dans quelques instants. Très bien, donc ce que je vous propose, c'est donc de démarrer donc immédiatement et d'attaquer donc ce sujet. Quelles sont donc ces personnes qui ont fait le TI? En préparant, en fait, il y a à peu près 300 personnes. Hein. 300 personnes dans une heure, c'est pas évident. Hein. Donc il fallait faire un choix. Donc j'ai fait un choix, hein, et donc je vous en prendrai et présenterai donc aujourd'hui donc une vingtaine, enfin pas une vingtaine, 20 qui me semblent être représentatives vraiment de ce que nous avons vécu, parce que chacun de ces personnages a une histoire quand même qui est un peu étonnante. Alors je vous dirai que j'ai donc fait un choix. Et donc, j'ai repris une phrase de Eliam Hamza qui disait que lorsque l'on a un choix à faire, c'est à partir de là que l'on commet des erreurs. Donc, bien entendu, je commets des erreurs. Par ailleurs, je vous invite, si cela vous intéresse, je vous invite, si vous voulez regarder donc l'histoire de toutes ces personnes, en plus d'autres, hein, que celles que je vous présente aujourd'hui, il vous suffit d'aller donc au lien qui apparaît donc ici en bas à droite, et vous serez connecté directement et donc librement donc à notre After Hours, où nous présentons les personnes, les inventions, les échecs, les catastrophes, les choses qui se sont bien passées, etc. Une espèce de musée, on va dire, un petit peu réécrit, on va dire, à notre manière. Bon. Alors, donc j'ai fait un choix. Alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai donc invité 20 personnes qui me semblent vraiment très représentatives et que vous trouvez donc ici, dans ce hall donc de la renommée, qui se caractérise, toutes ces personnes se caractérisent par quelque chose qu'on appellera la créativité. Alors moi, je me suis mis bien sûr à côté à droite, et donc j'applaudis à tous ces gens-là. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins jeunes, il y a des moins vieux. Enfin, ils sont tous là, et vous verrez à la fin, la dernière page que je vais vous présenter, j'essaierai de vous montrer quelles sont les caractéristiques que ces gens-là ont en plus de nous. Bon. Eh bien, finalement, ce sont des êtres tout à fait normaux et pas du tout aussi farfelus qu'on pourrait l'imaginer. Et vous les avez donc ici. Vous reconnaissez bien sûr à droite Vitalik Buterin. Vous avez ici à gauche Claude Shannon. Vous les avez tous, hein, enfin, tout au moins ceux dont je vais parler. Donc, le hall donc, de la créativité. Une petite remarque au passage. Donald Trump a tendance à penser que tout ce qui se passe aux États-Unis a été inventé par des Américains. Alors c'est totalement faux. Ça a été vrai pendant une période, on va dire pendant les années 50, 60, 65, mais dans notre domaine, sans le faire exprès, je vous promets, sans le faire exprès, eh bien, parmi les 20 personnes que j'ai invitées, eh bien, il y en a 10 qui sont étrangères aux États-Unis, voire ou alors d'une origine étrangère. Alors, on trouve de tout. On va trouver des Anglais, des Hongrois, même des Français, hein, des Norvégiens avec Dahl et Nygaard, etc. Un Russe avec Vitalik Buterin. Donc, beaucoup de pays. Donc, c'est l'apport de l'étranger par rapport à la créativité, qui est le mot-clé finalement de tous ces gens-là, eh bien, est quand même très fort, hein, de l'extérieur par les pays étrangers, contrairement donc à ce qui se dit donc actuellement. Alors, je voudrais commencer par une chose, c'est que il y a beaucoup d'impostures dans ce domaine.
Et vous savez, l'histoire qui nous reste, eh bien, ne correspond pas toujours à la réalité technique. Euh, et moi, j'essaierai j'ai une opinion là-dessus, hein, qu'est-ce qui est vraiment important dans une créativité, dans la création d'un produit, Est-ce que c'est le fait d'avoir pensé à quelque chose d'original et de nouveau, ou c'est celui qui va déposer donc le brevet à l'administration donc qui enregistre ses brevets. Bon, et quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'impostures. Je vais peut-être vous étonner, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même assez énormes. Graham Bell, présenté donc, j'en avais déjà dit un mot, hein, présenté comme l'inventeur donc du téléphone, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas lui qui a imaginé le téléphone. La première communication téléphonique, c'est un dénommé Meucci, Antonio Meucci, qui est un Italien. Ça se passait donc en 1854. Et alors, il avait réussi le tour de force de connecter son bureau à sa chambre. Alors, vous me direz, c'est pas Elon Musk et les satellites, mais c'était la première communication téléphonique. Donc, ce n'est pas Graham Bell. Encore, à mon avis, beaucoup plus grave. Quand on parle d'Albert Einstein, Albert Einstein, qui n'était pas un bon mathématicien, qui était un visionnaire absolument fabuleux, on lui a attribué, pour des raisons que j'expliquerai dans un instant, peut-être des mérites qui n'étaient pas les siens. Et entre autres, il faudrait redonner à un mathématicien français qui s'appelait Poincaré un petit peu ce qui lui revient. Il y a toujours un petit peu de mauvaise foi là-dedans. Et puis, je prendrai encore un troisième exemple qui va encore vous choquer. Pasteur. Pasteur n'a jamais inventé ou créé donc on va dire le vaccin contre la rage. En fait, il s'est contenté de fédérer donc les connaissances de l'époque parce qu'il était un extraordinaire biologiste. Mais en fait, quand on regarde bien, ce n'est pas lui qui a créé donc le vaccin sur la rage. Alors, comment se fait-il que l'on se fasse avoir? Eh bien, je pense que la désignation de l'inventeur, eh bien, elle dépend d'un certain nombre de critères. Alors, ça peut être du marketing d'entreprise, parce que ça fait bien d'avoir dans nos rangs celui qui a inventé telle et telle chose. Ça peut être aussi, c'est particulièrement vrai avec les États-Unis, donc la volonté des États qui veulent s'attribuer des mérites donc qu'ils n'ont pas. En fait, ils n'ont pas besoin de faire de l'imposture, hein. Ils en ont suffisamment comme ça. Il y a également des communautés. Hein, vous savez, le communautarisme, alors communauté religieuse, communauté philosophique, qui s'attribuent. Vous voyez, s'attribuent donc, encore une fois, des mérites qui ne sont pas justifiés. Et puis, il y a les écoles, les universités. Il y a des écoles, je pense, je ne vais pas les citer pour ne pas encore avoir de problème avec eux, mais quelques écoles en France pour lesquelles il n'y a pas de vérité en dehors d'elles. C'est totalement donc ridicule. Alors ce qui est gênant, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh bien l'histoire, plutôt la doxa répandue, devient l'histoire. Et vous les retrouvez bien entendu dans ChatGPT et autres Gemini et autres Claude quand vous interrogez sur ces sujets-là. Bon. Et donc tout ça, il faut faire attention, hein. Et donc personnellement, je crois que celui qui doit être crédité de l'invention, c'est celui qui a pensé le premier. Le côté je dépose un brevet et c'est moi, non. Je suis désolé, c'est pas ça. Et c'est particulièrement le cas donc avec l'histoire de Graham Bell. Alors, j'attaque donc mon petit tour d'horizon de ces personnes hein, qui vont donc être invitées à ce temple donc de la renommée. Alors, vous l'avez bien sûr constaté déjà plusieurs fois, hein, j'ai une admiration éperdue pour Alan Turing. Alan Turing, qui pour moi représente l'archétype de l'intelligence, de l'approche mathématique, de la vision du futur. Et il est d'autant plus sympathique et étonnant qu'il a quand même eu des gros problèmes. Rappelez-vous, c'est quand même lui qui avait compris comment fonctionnait la machine Enigma des Allemands. Et donc, il nous a quand même évité un certain nombre de centaines de milliers donc, de morts. Alors, dans ce domaine, pourquoi est-ce qu'il est là? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1936, il avait imaginé hein, une machine théorique.
Alors c'est un peu pour ça qu'on a tendance à dire que c'est lui qui a inventé l'ordinateur, ce qui n'est pas vrai. Il a inventé un concept de machine avec finalement un endroit où se passent des traitements, c'était des rubans perforés. On le voit sur cette illustration. Le fait que le ruban se déroulait donc instruction par instruction, qui permettait donc de faire passer la machine d'un état à un autre. C'est vrai que le principe était tout à fait donc brillantissime. Et par ailleurs, je précise d'ailleurs que John von Neumann, donc est celui qui a inventé, on va dire, l'architecture des machines telles qu'on la conçoit aujourd'hui, il est arrivé quand même beaucoup plus tard, il a reconnu qu'il s'était fortement inspiré de cette machine théorique qui n'a jamais pu être construite, contrairement à ce que l'on a dit, parce que dans la façon dont Alan Turing avait décrit donc son ruban, le ruban était infini. Or, un ruban infini, c'est pas possible. Hein. Mais à part ça, effectivement, on peut imaginer. Il y a d'ailleurs un musée donc à Londres qui montre un certain nombre donc, de ces machines. Et en plus, Alan Turing a expliqué le principe de calculabilité. C'est quoi la calculabilité? Et ce qu'on va donc retrouver aujourd'hui. Et c'est pour ça que on parle énormément actuellement d'algorithmes, des algorithmes qui se réfèrent en fait à une capacité de calcul de la machine de Turing. Et on dit compatible Turing. Et c'est vrai il a eu un rôle absolument étonnant hein, dans notre histoire. Donc, je lui donnerai bien sûr la palme à Alan Turing. Et je rappelle cette histoire que vous connaissez tous, à savoir il était homosexuel et il était condamné. Donc, pour ça, vous savez, la société bien pensante dans les années, pendant la guerre et puis les années juste après la guerre, et donc il a été condamné à une castration chimique. Et j'ai trouvé extrêmement choquant que la reine Elisabeth II lui donne son pardon, quelques 30, 40 ans ou 50 ans plus tard, je ne sais plus. Je trouve ça extrêmement choquant parce que voilà quelqu'un qui aura eu un rôle majeur véritablement dans notre, je ne sais pas si c'est une progression, mais en tout cas dans l'évolution pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, tableau d'honneur, première place. Von Neumann, bien sûr, il arrive juste derrière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé donc cette fameuse architecture. Alors, l'architecture de von Neumann, c'était quoi? C'était une unité de calcul, ce qu'on peut appeler une ALU, par exemple, une unité arithmétique et logique, donc dans laquelle tout se passe, hein, une mémoire hein, dans laquelle tout se passe, une unité arithmétique et logique qui va donc communiquer avec la mémoire, un équipement de stockage hein, pour enregistrer les choses. Bien. Alors, c'est vrai, on continue aujourd'hui à utiliser ce concept. On a toujours une mémoire, on a toujours un processeur, on a toujours des disques, on a des... Vous voyez, on a toujours ça. Mais ce que je trouve absolument fabuleux chez le personnage, c'est ce qu'il était en tant qu'humain. Regardez bien, à 23 ans, il était docteur en mathématiques hein, et également ingénieur chimiste. Alors que je sache, la chimie et les mathématiques, c'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas la physique, hein, la chimie. Je parle vraiment de la chimie. Alors il se dit, mais on a bien regardé ce qu'était cette personne. Hein. Il se dit qu'à l'âge de 6 ans, il conversait avec son père en grec ancien. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes dans notre entourage qui communiquent comme ça. Hein. Et il paraît qu'à l'âge de 11 ans, il avait lu la totalité des 44 volumes de l'encyclopédie d'histoire contemporaine de ses parents. C'est vrai que von Neumann a été un très grand mathématicien, incontestablement, et entre autres, c'est lui qui a jeté donc les fondations de la théorie des jeux avec un partenaire qui s'appelle Morgenstern, la théorie des jeux, dont à mon sens, on ne parle pas suffisamment dans notre métier. Et pourtant, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'algorithmes, en particulier d'intelligence artificielle, qui se réfèrent à des techniques qui ont été initiées par la théorie des jeux. Et donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, lui, il a créé donc la théorie des jeux, donc il a fait énormément de bien donc, dans le monde donc des mathématiques. Bon, il a trouvé des nouveaux moyens de calcul pour des théories en physique et en mathématiques. Vous voyez, bon, alors. Il a été donc le prix Enrico Fermi, donc c'était en 1956, donc c'était donc un an donc avant sa mort. Mais alors,
voyez, c'est pour ça que j'ai précisé les choses tout à fait au début. John von Neumann, c'était pas un rat de laboratoire, hein. C'était un bon vivant. On dit que c'était un hédoniste à temps plein, grand buveur, un peu regardant sur les calories qu'il ingurgitait tous les jours, hein. Voilà. Et pourtant, vous voyez, c'est un dénommé Eugène Wigner. Eugène Wigner, qui était un scientifique, qui était ami de tous les grands de la planète. Il a dit de lui qu'il était la personne la plus intelligente et la plus brillante qu'il ait jamais rencontrée. Seul Einstein avait une plus grande profondeur, mais pas dans tous les domaines. Écoutez, c'est quand même une référence, hein. Bon. Donc, John von Neumann, une architecture donc qui perdure aujourd'hui. Claude Shannon, c'est pareil. Claude Shannon, c'est quand même... alors voilà un personnage. euh, Vous et moi, nous travaillons en permanence sur des principes qui ont été établis par Shannon. Pourquoi? D'abord, c'est lui qui a inventé le mot bit, hein, l'unité binaire. Hein. C'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui a imaginé que l'on pourrait transférer des données par une succession binaire. C'est lui qui a imaginé comment on pourrait concevoir une machine électronique en associant des fonctions booléennes. Voilà. Excusez du peu, mais voilà quand même quelque chose qui n'est pas neutre. Hein. Vraiment. Donc il a eu un rôle fondamental, et en particulier dans le monde des télécommunications. Et dans le monde des télécommunications, on parle beaucoup de l'entropie. L'entropie, donc, de Claude Shannon. Alors ça, l'entropie, c'est un concept mathématique qui n'est pas évident donc à comprendre. Si vous voulez, sur le principe, l'entropie, c'est quoi? C'est une mesure qui permet donc de calculer le désordre, le chaos. Et si j'ai par exemple un fichier à envoyer, je dois ajouter combien de bits pour que la transmission de ce fichier se fasse dans de bonnes conditions, et donc pour éviter le désordre et le chaos. L'entropie est une formule de calcul, hein, avec des logarithmes là-dedans. Enfin bon, c'est une formule qui n'est pas très évidente, hein. Le concept lui-même n'est pas forcément très évident, mais quand même, il a... dans ce monde des télécommunications, mais d'une manière plus générale d'ailleurs dans l'informatique, il a quand même eu un rôle qui a été vraiment majeur, hein, incontestablement. Et vous et moi, nous passons notre vie aujourd'hui à travailler sur les principes qui ont été élaborés par Claude Shannon. Tout le monde pense, encore une fois, que ce sont des rats de laboratoire, hein, comme John von Neumann, ce qui n'était pas. C'est pareil pour Claude Shannon. Et il travaillait donc dans les bureaux de MIT, par exemple, et on le voyait passer en train de rouler avec un monocycle, avec une seule roue, et en train de jongler avec trois balles. Bon, c'est pas tout à fait l'image que l'on pourrait avoir d'un scientifique d'aussi haut niveau. Mais peut-être qu'il faut revoir un peu notre perception. Donc Claude Shannon, la théorie de l'information, et on dit aujourd'hui que Claude Shannon est le père, on va dire, des techniques de l'information. C'est vrai qu'il a conçu, donc on va dire, tous les fondements que l'on va trouver là-dedans. Voilà. Bon, et bien, tout le monde a lu, je pense, la théorie mathématique de calcul, qui est un peu son livre fondateur, et pour moi, tout le monde devrait l'avoir lu. Bon. Alors, William Shockley, là, c'est tout à fait différent. Voilà un personnage qui n'a pas eu une intervention neutre, hein, parce qu'il a inventé rien moins que le transistor. Alors évidemment, le transistor, et c'est clair qu'on en a beaucoup utilisé, et encore aujourd'hui. Mais alors, la caractéristique de William Shockley, c'est que c'était un odieux personnage, quelqu'un absolument de imbuvable, et je vais essayer un petit peu de vous expliquer un petit peu donc, pourquoi. Euh, Shockley il travaillait donc au MIT, hein, il travaillait au MIT et il a imaginé, il avait une équipe, il a donc imaginé, donc il a travaillé au MIT, ensuite il a travaillé au Bell Labs, au laboratoire donc de Bell, et c'est en fait dans les laboratoires de Bell qu'il a donc imaginé le transistor tel qu'on l'a conçu, disons, au début. Alors ce qui s'est passé, c'est que William Shockley avait une équipe. Et il avait dans cette équipe deux personnes, un qui s'appelait Bardeen et l'autre qui s'appelait Brattain, et qui ont simultanément, j'allais dire un peu avant lui, imaginé le fameux transistor. Et donc, Shockley ne savait pas ce qui se passait réellement.
Parce que d'abord, il avait des relations avec ses troupes qui étaient absolument épouvantables. Et donc, en réalité, il y a deux personnes qui ont inventé, on va dire, le transistor donc avant lui. Mais c'était lui qui était le chef, disons, de cette équipe au Bell Labs. Il a été fou furieux. Et quand il a su que ses collaborateurs avaient donc créé quelque chose sur lequel lui, il travaillait, il est parti en courant, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel et il a dit, je n'en sortirai que lorsque j'aurai trouvé quelque chose qui sera mieux. Bref, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et donc, alors, les Bell Labs n'ont rien trouvé de mieux à faire que de breveter l'invention. Alors, je ne sais plus s'il faut dire celle de Shockley ou celle donc de ses partenaires Bardeen et Brattain, hein, sans préciser le nom de Shockley. C'était donc une invention des Bell Labs. C'était quelque chose qui était tout à fait inadmissible. Alors bien entendu, Shockley, qui avait un caractère donc effroyable, il est parti, il a créé donc sa propre compagnie, qui n'a pas eu le succès qu'il aurait pu espérer. Il faut dire que, encore une fois, les relations qu'il avait avec ses employés étaient absolument épouvantables. Et il avait, par exemple, donné comme niveau d'entrée pour avoir l'honneur de travailler avec lui, il fallait être PhD, c'est-à-dire docteur. Hein, on dirait docteur, nous, en France, ou PhD. Alors, évidemment, ça met un niveau quand même très élevé. Mais c'était pas pour autant qu'il avait vraiment on va dire, une compréhension et une reconnaissance par rapport donc à ses partenaires. Bon, en tout cas, l'histoire a quand même reconnu que c'était lui qui avait eu les premières idées de ce qu'on appellera donc le transistor dit bipolaire, hein, construit avec des jonctions NPN ou PNP. Les électroniciens donc me comprendront. Hein. Et donc c'est à lui que ça a été attribué donc cette invention. Et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Alors, si je dis que c'était quelqu'un quand même d'odieux, c'est que en dehors du fait d'avoir on va dire presque lancé la Silicon Valley, parce que il a été l'un des tout premiers à être présent du côté donc de San Francisco, là-bas, Mountain View et compagnie. Donc il a lancé l'activité électronique d'abord dans la Silicon Valley, mais avec une forme de management absolument épouvantable. Vraiment, c'était quelqu'un d'effroyable, invivable, imbuvable. Hein. Alors, à la fin donc de sa vie, il se fera encore remarquer par on va dire, une posture dont on peut dire qu'elle est plus que contestable, hein, sur fond de racisme noir. Et il a écrit que la cause majeure de l'infériorité intellectuelle donc des Afro-Américains était héréditaire et génétique. Enfin, je ne sais pas, comment quelqu'un d'intelligent peut-il dire cela? Et il a même suggéré, en parallèle, qu'il faudrait stériliser tous les êtres humains dont le quotient intellectuel serait inférieur à 100. Bon, on ne va pas être nombreux sur la planète hein, avec lui. Hein. Donc c'était quelqu'un, c'est vrai que c'était quelqu'un brillantissime, encore une fois, au plan conceptuel. C'est vrai qu'il a inventé, il a compris, il a généré, il a fabriqué le premier transistor donc bipolaire, avec son équipe quand même. Mais alors, en tant que personne, disons, on n'irait pas passer nos vacances donc avec lui. Voilà pour William Shockley. Kilby, alors Kilby c'est autre chose. Jack Kilby, lui, c'est lui qui a inventé le premier circuit intégré de l'histoire. Alors, je rappelle un petit peu le principe, c'est que avant Kilby, on fabriquait donc des cartes hein, qui avaient une certaine dimension, et on mettait sur les cartes des transistors, des résistances, des capacités, des selfs, et on reliait tout ça avec le fer à souder, donc on faisait des cartes. Et avec des connexions à l'extérieur qui permettaient donc de communiquer avec d'autres éléments, par exemple d'un ordinateur. Lui, il s'est dit, mais enfin, mais c'est totalement idiot, puisqu'on est capable de simuler le fonctionnement d'une résistance, d'une mémoire, d'une capacité, d'une self, etc., avec des transistors, avec la fonction transistor donc de base, il suffit de les associer avec des fonctions booléennes et on reconstruit donc les mémoires, les selfs, les capacités. Et on met tout ça dans une masse d'un semi-conducteur.
Il est parti, lui, sur une. C'est ce qu'il a donc fait, et là, il a fabriqué donc son premier circuit avec. Il y avait donc dedans un transistor, une capacité, et il y avait donc 3 résistances. Il travaillait chez Texas Instruments, qui n'est pourtant pas la dernière des entreprises dans ce domaine. Il travaillait là-dedans, et l'entreprise Texas s'est dit non, un truc qui n'est pas très intéressant. Bon, c'est vrai que quand on le voit sur cette photo ici, et quand on voit son circuit intégré, on ne peut pas se douter de ce qui allait lui arriver dans le futur. Hein. Aujourd'hui, une machine comme un M3 de Apple, c'est 4 milliards de transistors intégrés dans un même processeur. Alors évidemment, on ne pouvait pas l'imaginer. En tout cas, les gens de Texas ont dit, ça ne vaut pas grand-chose ce truc, donc on n'y va pas. Par ailleurs, Kilby avait fait un choix qui n'était pas le bon, celui du semi-conducteur. Il avait choisi le germanium pour ça, et il faudra attendre quelques temps avant que le silicium apparaisse, qui avait des caractéristiques, on va dire, techniques, beaucoup plus adaptées à une fabrication à grand volume. Et donc le procédé de fabrication, en fait, ce sera un dénommé Jean Oerny, donc qui travaillait chez Fairchild, qui inventera le processus planar de fabrication, donc à grande échelle. Vous savez, c'est une technique de photographie avec des empilements donc de couches, lithographie et suppression des zones qui sont inutiles. Et on construit tout ça avec donc des équipements qui sont bien entendu dédiés à ça. Alors, aujourd'hui, il y a encore une polémique. Et la polémique, elle oppose, et d'ailleurs ils ont eu des mots entre eux, Jack Kilby et puis Robert Noyce. Alors, Robert Noyce, et c'est l'un des 3 créateurs d'Intel. Et c'est vrai que au même moment où Jack Kilby travaillait sur son premier circuit intégré, Noyce en faisait autant. Et donc, de son côté. Alors, bon, évidemment, aujourd'hui, non, c'est moi qui ai inventé. Bon, disons que la doxa générale actuellement, c'est plutôt donc Kilby. Noyce a inventé plein d'autres choses. Par ailleurs, Kilby, qui fera toute sa carrière chez Texas, qui finira par comprendre qu'il ne disait pas que des âneries, il fera beaucoup de réalisations et il sera à la tête de 60 brevets, donc ce qui n'est pas neutre, et il aura le prix Nobel donc en 2000. D'ailleurs, toutes les personnes dont je vous parle aujourd'hui, elles ont soit le prix Nobel, soit le prix Turing, soit le prix Kyoto au Japon, enfin bref, que des récompenses de très très haut niveau. Voilà donc pour Kilby, le fabricant, le concepteur du premier circuit intégré. C'était une idée formidable, parce que vraiment ça a tout changé. Et bon, donc notre temple de la renommée lui doit donc beaucoup. Douglas Engelbart. Alors voilà quelque chose encore très étonnant, c'est celui qui a inventé la souris. Et c'était en 1963, il travaillait donc à Stanford, donc au centre de recherche de Stanford, et il l'a présenté la première fois, donc c'était le 9 décembre 1968, dans une démonstration que les observateurs ont trouvé tellement extraordinaire qu'on l'appelle aujourd'hui la mère des démonstrations. C'est l'idéal, le parfait, la démonstration donc parfaite. Et donc, il a aussi montré, Engelbart, lors de cette démonstration, la souris, c'est pas la souris d'aujourd'hui, c'était un gros machin en bois, qui était à peu près grand comme ça. Alors, il fallait presque les 2 mains pour le déplacer, mais, on va dire, le verre était dans le fruit, l'idée était déjà là. Et on trouvera donc des usages assez rapidement de la souris, en particulier sur une machine que tout le monde a oubliée, qui était la machine Star de Xerox. À ma connaissance, c'est la première fois où on a vu véritablement sur une vraie machine l'usage donc de la souris. Bon, elle a été présentée, c'était à une foire de Hanovre, il y a un grand nombre d'années maintenant, mais on doit tout donc à Engelbart. Donc, il aura lui aussi le prix Turing en 1997, et donc derrière lui, on va dire, dans le flot de l'invention donc de la souris, il y aura celle de l'hypertexte. Parce qu'on ne peut pas faire de l'hypertexte, c'est-à-dire passer d'un élément à un autre, si vous n'avez pas un outil pour ça. Au clavier, c'est pas évident. Ça paraît quand même pas très simple. Bon. Voilà, donc je crois que, disons, cette souris, à mon sens, elle était placée au même niveau que les inventions les plus extraordinaires que nous connaissons aujourd'hui. Une, qui est la reconnaissance du langage naturel, qui, à mon sens, on a
on ne met pas suffisamment l'accent, suffisamment dessus sur le NLP parce que tout passe par là. Pourtant, c'est quelque chose de fondamental, hein, avec les outils de génération aujourd'hui automatique, mais qui passent par la reconnaissance d'abord d'une séquence écrite ou d'une séquence donc parlée, ou alors de la communication par la pensée. C'est vraiment, vraiment on va dire une invention absolument colossale. Là, par contre, il n'y a pas eu photo. Engelbart égale souris, point, pas de contestation. Metcalfe, alors Metcalfe, j'ai déjà eu l'occasion donc d'en parler. Lui, c'est le créateur et l'inventeur donc du réseau Ethernet. Le premier réseau, le câble Ethernet, hein, c'est lui qui l'a inventé. Il a participé donc à la création du réseau américain ARPANET, qui donnera par la suite donc le réseau Internet. Hein. Et c'est donc voilà, c'est dans le cadre de ce travail qu'il a fait une thèse. Il a écrit donc une thèse, et donc où il a développé une interface pour ARPANET, un mode de communication dit par datagramme. Datagramme étant une connexion. Enfin, c'est une liaison sans connexion, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas l'arrivée, on se contente d'envoyer, mais il n'y a pas d'accusé de réception, et c'est pas la même chose que les circuits virtuels que l'on trouve par exemple aujourd'hui dans les réseaux X25 pour nos cartes bancaires par exemple. Hein. Là, on a des circuits virtuels, c'est pas du tout pareil. Mais là, on est quand même tout à fait au début de notre aventure, en 1970, et lui donc il invente les datagrammes. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment inventé? Je ne suis pas sûr, parce que dans le même temps, ou à quelques mois, disons, d'écart, Louis Pouzin, donc en France, travaillait sur un réseau qui s'appelait Cyclade, qui était lui-même basé et fondé sur les datagrammes. Donc, qu'est-ce qui a emprunté à l'autre? Bon, je n'entrerai pas trop donc, dans ce détail. Dans le même temps, l'université d'Hawaï donc avait créé un réseau sans fil qui s'appelait donc AlohaNet pour pouvoir connecter des équipements qui étaient peu consommateurs et dans lesquels les données étaient transmises par paquet. Et c'est là que se trouve le secret. Parce que c'est vrai que Ethernet a été quelque chose de remarquable, incontestablement. Mais je crois que ce qui est plus important encore, c'est l'invention de la commutation de paquets. C'est-à-dire, j'ai un fichier envoyé, je le coupe en paquets, chacun des paquets pourra accéder donc à la cible, ben, il passera par des chemins différents, on va reconstituer le tout à l'arrivée et on a gagné. Donc de la commutation de paquets, ça permettait de mieux utiliser les réseaux, vous voyez, d'éviter donc les congestions, etc. Ça, c'est quelque chose de vital. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus loin, parce que des gens qui travaillaient sur ARPANET, justement, se sont attribués, à mon avis, un peu trop vite la paternité de la commutation de paquets, qui est beaucoup plus diffuse que ce qu'on a bien voulu dire. En tout cas, lui, commutation de paquets, un câble, des datagrammes, et il présente donc son premier réseau Ethernet basé sur le principe de ce qu'on appelle le CSMA-CD, c'est-à-dire je détecte des collisions et je corrige mes collisions. Hein, et on se partage un même support de transport, mais détection de collisions et correction donc voilà. Et donc le premier réseau donc Ethernet sera construit donc en 1973 et donc qui va regrouper, on va dire, l'ensemble de ces nouveautés. Bon. Alors parfois, c'est un petit peu comme celui qu'on évoquait tout à l'heure, Metcalfe, qui avait beaucoup de sens de l'humour, avait dit que, c'était en 1995, il avait dit « Écoutez-moi, l'année prochaine, il n'y aura plus d'Internet. » Et d'ailleurs, si je me trompe, hein, eh bien, je mange la page sur laquelle j'ai écrit cela. En 1996, il y avait toujours Internet. Donc, en public, il a pris la feuille et il l'a mangée. Voilà. Ça, c'était tout à fait, donc, Metcalfe, que l'on se souviendra de lui, donc, pour avoir été le créateur. Et le créateur d'Internet, et j'ajouterai d'ailleurs un point, il a été aussi le vainqueur. Il a vaincu IBM. Parce qu'IBM ne voulait pas donc d'Ethernet, il voulait son propre réseau qui s'appelait le Token Ring, qui avait d'ailleurs des caractéristiques techniques intéressantes, mais Metcalfe a battu
IBM qui n'a jamais réussi donc à imposer la technologie donc du token ring. Moreno, on va passer. Moreno, c'est là aussi, c'est encore un personnage assez étonnant. Voilà, donc celui qui a inventé la carte à puce. Alors la carte à puce, il se trouve que à titre personnel, donc avec mon employeur, j'ai travaillé sur l'un des tout premiers projets d'intégration d'un processeur dans une carte à puce. C'était ça l'idée. J'ai une carte, format carte bancaire par exemple. Dans la tranche de la carte, je mets un processeur. Bon. Avec les connexions, alors il avait eu l'idée, hein, mais c'est la compagnie Bull en France qui avait donc développé donc le concept, qui a quand même mis pas mal de temps. Moi, j'étais donc ingénieur chez un grand pétrolier, et notre travail à nous, c'était de faire en sorte d'attribuer une carte pour les gens qui consommaient de l'essence, donner leur carte. Et donc, ils avaient dans la carte un processeur qui leur donnait un certain nombre d'avantages, vous voyez, avec des réductions, etc. On n'a jamais réussi à le faire. Pourquoi? Parce que le prix du processeur était trop élevé et la carte était trop fragile après. Parce qu'il fallait non seulement faire une carte, mais il fallait aussi faire une machine capable donc de lire ces cartes. Eh bien, c'est un Roland Moreno, donc un inventeur, j'allais presque dire farfelu, mais c'est très admiratif hein, ce que je dis là. C'est à lui donc que l'on doit ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est passé là-dessus, y compris les Américains, qui pourtant étaient très attachés à leur carte magnétique, qui pourtant n'était pas on va dire, quelque chose de valable au sens de la sécurité. Alors, Dan Bricklin, c'est aussi un personnage qui, à mon avis, a beaucoup marqué donc notre communauté. C'est lui qui a inventé donc, qui a créé le premier tableur. Alors, le tableur, hein, c'est une matrice avec des lignes et des colonnes. On fait des formules qui manipulent donc ces différentes données. L'idée, c'est pas Bricklin qui l'a eu, c'est donc un autre personnage qui s'appelle Matessich. Matessich, donc c'est un austro donc canadien qui avait énoncé donc on va dire le formalisme on va dire matriciel de ce que allait être donc un tableur. Mais Bricklin a été le premier à faire VisiCalc. Or moi je suis convaincu aujourd'hui avec le recul que c'est VisiCalc qui a lancé la micro-informatique. C'est VisiCalc qui a lancé les Apple, qui a lancé donc les PC après, parce que au départ, les machines qu'on achetait, qu'on utilisait dans les entreprises, étaient d'abord faites pour faire fonctionner un tableur. C'était pour ça. Donc alors lui, Bricklin n'est donc pas le créateur, on va dire, du concept qu'il faut attribuer donc à Matessich, mais il est le fabricant, on va dire, de ce premier tableur. Bon. Vous savez, c'est ce que j'indique ici. Hein. Ah oui, j'ai mis pas mal d'informations sur mes slides. Hein, ne m'en veuillez pas. Si ça vous intéresse un jour, vous avez des insomnies, vous pourrez éventuellement donc les relire. Ça marche très bien pour ça. Hein. Et quand on compare aujourd'hui donc VisiCalc avec les nouveaux Excel et compagnie, à part les fondus et les malades on va dire des tableurs, on continue à s'en servir à peu près de la même manière. 90% font des choses qui sont relativement simples. Alors bien sûr, vous avez les prix Nobel du tableur, hein, d'accord. Mais à part cela, on continue quand même à s'en servir. Donc rappelons-nous d'une chose, VisiCalc, c'est un produit fabriqué, donc conçu par Dan Bricklin. Par contre, le concept donc de tableur, il faut l'attribuer donc à Matessich. Vinton Cerf, alors justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était le malaise qu'on pourrait ressentir de temps en temps quand on regarde à qui il faut attribuer donc les inventions qui ont précédé le lancement du réseau ARPANET. Hein. On est à la fin des années 60 et donc le réseau ARPANET était censé donc connecter un certain nombre de centres de calcul, des data centers, des universités, etc. Mais il manquait des briques de base. Et Vinton Cerf est aujourd'hui considéré comme le créateur de la suite TCP/IP. Alors,
Bon, il avait d'ailleurs publié donc un document avec quelqu'un avec qui il travaillait, qui s'appelle Bob Kahn, que l'on voit également donc, sur cette présentation ici. Ils avaient fait donc, ils s'étaient connus pendant leurs études donc à UCLA et ensuite à Stanford. Et quand on regarde bien, et donc ils ont publié les internes du protocole TCP/IP. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas vraiment Vinton Cerf qui a fait ça, même s'il a beaucoup de qualités, hein. Mais c'est véritablement Bob Kahn. C'est lui qui est à l'origine de la conception de TCP/IP. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que TCP/IP, rappelez-vous, donc c'est à la fin des années 60, est un protocole donc de niveau, si on se réfère par exemple au niveau OSI, au niveau 3 et au niveau 4, hein, au niveau réseau et au niveau transport, qui n'a pas que des qualités. IP, ça vaut pas grand-chose. TCP, c'est pas terrible. Et donc, si aujourd'hui on a d'énormes problèmes de sécurité, on le doit également, à mon sens, à on va dire une mauvaise appréhension, une mauvaise approche de ce protocole. On aurait pu faire, à mon avis, donc beaucoup mieux. Bien. Et entre autres, utiliser peut-être de réseaux, des protocoles qui sont peut-être venus un peu plus tard, hein, mais en tout cas, dans ARPANET, ça n'a pas été donc l'idéal. On considère donc que Vinton Cerf est le créateur de TCP/IP, mais moi, modestement, je dirais que c'est plutôt Bob Kahn à qui il faut donc l'attribuer. Alors j'avance un peu plus vite parce que sinon je ne tiendrai pas dans mon heure, hein. L'hypertexte. Alors l'hypertexte, c'est donc le fait que on clique sur un lien et on se trouve ailleurs. Euh, L'idée a été proposée en 1965 par un dénommé Ted Nelson, hein. À l'époque, on est en 65, donc on est au début de la grande période d'IBM. Hein, IBM venait de lancer l'année précédente, en 1964, sa série, donc 360. Et IBM, d'ailleurs, a lancé un peu plus tard le concept d'hypertexte, bon, qui n'a pas marché parce que c'était une usine à gaz impossible à utiliser. Mais l'idée d'hypertexte remonte donc à cette période-là. Et donc, voilà quelqu'un, Ted Nelson, qui imagine un moyen d'aller d'un endroit à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, vous faites un programme, vous faites un fichier, un document, et le monde est ouvert à lui. Il suffit d'imaginer donc des liens, hein, prévoir des liens donc dans les documents. C'est une invention qui a été colossale. Ça, c'est donc l'hypertexte. Alors, là encore, vous voyez, j'essaye toujours de ramener donc les vrais, hein, qui a vraiment été à l'origine des concepts. Eh bien, il y a un dénommé Vannevar Bush. Alors, il ne faut pas confondre avec les Bush de politique, hein. Lui, c'est lui qui a imaginé la première description donc de l'hypertexte, et ça se passait donc en 1945. Donc ce n'est que 20 ans plus tard qu'on va commencer à trouver l'idée. Ce qu'a fait IBM, c'est à jeter à la poubelle, ça valait rien. Par contre, après, c'est vrai que ça a été, on fait tous de l'hypertexte à longueur de journée. Eh bien, on doit ça très largement donc à monsieur Ted Nelson. Du côté des langages maintenant, du côté des langages, c'est un peu compliqué parce que, alors, plutôt pas tous les langages orientés objets. Langage orienté objet, il y a deux personnes qui s'appellent donc Nygaard et puis Dahl, qui sont deux Norvégiens et qui ont créé un langage donc qui était d'ailleurs inspiré d'un autre langage qui s'appelait Algol 60. Et pas seulement, d'ailleurs, il était également inspiré donc de Lisp, hein. Ils ont proposé un langage qui s'est appelé Simula. Et quand on regarde maintenant donc l'histoire des langages et de la programmation, c'est le Simula qui a été le premier donc véritablement langage orienté objet. D'ailleurs, Dahl avait participé donc à un livre qui est considéré aujourd'hui un peu comme la Bible dans ce domaine, hein, le livre Programmation structurée qui est paru en 1972 avec des gens qui sont devenus très célèbres après, Ohari et surtout Dijkstra, hein. Bon, donc deux personnes mais assez différentes.
Dahl, donc, vous voyez, considéré comme le plus grand informaticien de l'histoire de la Norvège. Nygaard, lui, c'est d'abord un scientifique au début, hein, de très haute volée, c'est vrai, qui a travaillé dans des domaines tout à fait différents, et en particulier sur les aspects théoriques des méthodes de Monte-Carlo. On ne peut pas dire que ça a fait vraiment avancer donc la science, hein. Voilà. Donc, mais c'était un spécialiste de l'optimisation. Et je crois que ça a été l'un des tout premiers à s'investir dans ce qu'on a appelé ensuite la recherche opérationnelle, c'est-à-dire les technologies et les algorithmes donc d'optimisation. Voilà. Et donc ça, c'était donc Nygaard. Nygaard se fera remarquer par la suite par une carrière politique extrêmement, on va dire, fructueuse, et il sera le porte-drapeau de la Norvège pour refuser d'entrer dans on va dire, dans l'Union européenne. Alors, les mauvaises langues ont dit que c'est parce que la Norvège était assise sur un tas d'or, qui est le pétrole donc de la mer du Nord. Lui, il a toujours dit que c'était pas vrai, mais enfin, à mon avis, il y a quand même quelque chose de pas mal. Bien, autre point intéressant, ce sont deux Norvégiens, hein, donc pas deux Américains. Et ils ont créé, sans le vouloir, une espèce de couloir, on va dire, de couloir de la renommée pour l'Europe du Nord. Et vous connaissez comme moi deux grands spécialistes de la programmation, la conception de langage, avec Ellsberg qui a inventé donc C# en 2000 chez Microsoft, et également donc Bjarne Stroustrup, donc en 1983 avec C++, qui est quand même un langage encore majeur donc aujourd'hui. Mais l'origine des langages orientés objets, c'est donc Simula, Nygaard et Dahl, deux Norvégiens. Alan Kay maintenant. Alan Kay, c'est donc un personnage passionnant, mais vraiment passionnant, touche à tout. C'est lui qui a créé donc, enfin tout au moins qui a dirigé l'équipe qui a construit donc le langage Smalltalk. Alors, donc considéré encore actuellement comme la référence en objet. Alors, par exemple, dans Smalltalk, vous trouvez d'abord tout est objet. C'est pas Ruby et Matsumoto qui ont conçu donc l'idée, hein, c'est bien Alan Kay. Avec donc tout est objet. Un entier, c'est pas integer c point virgule, c'est pas ça. Un entier, c'est l'instanciation d'une classe integer qui va vous donner un entier. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, il faut être fou, parce que c'est beaucoup trop lourd. Mais non, c'est peut-être trop lourd au moment de l'écriture, mais en tout cas après pour la maintenance et la compréhension du code qu'on a voulu écrire, c'est beaucoup plus simple. Donc tout est les types de données, vous voyez, tout ça c'est le résultat donc d'une instanciation. Le typage dynamique, c'est-à-dire la découverte du type d'une donnée au moment d'exécution et non pas à la compilation. Pareil, la compilation du bytecode on the fly, c'est au moment donc où on en a besoin, c'est lui qui l'a inventé. Alors c'est pas lui qui a inventé le bytecode tel qu'on le connaît maintenant avec Java ou d'autres, hein, mais c'est lui qui a inventé l'idée de compiler le bytecode au moment de l'exécution. C'est voilà encore donc une découverte. Et puis on retrouvera les idées de Kay dans beaucoup d'endroits, dans des interfaces graphiques, parce qu'il était obsédé par l'utilisation que l'on fait donc des outils. Et lui, il considérait que un langage ou un outil donc informatique, c'est pas fait pour faire plaisir donc à son concepteur, mais c'est fait pour répondre véritablement à un besoin donc des utilisateurs. Et donc quoi, on va dire des contraintes pédagogiques qui sont fortes. Il aura le prix Turing donc en 2003. Alors j'ai ajouté donc à Alan Kay 3 autres personnes parce qu'elles ont vraiment participé très fortement donc à la conception de Smalltalk, hein, dont je vous disais tout à l'heure qu'il est encore considéré maintenant comme, on va dire, le représentant, hein, la référence ultime en matière de langage orienté objet. Et ces personnes sont Adele Goldberg, très connu, Dan Ingalls, donc lui aussi extrêmement connu, un autre qui s'appelle Ted Keller, donc un petit peu moins connu que lui. Disons que, on va dire, le chef de file, c'est donc Alan Kay. On lui doit beaucoup de choses, hein, et on lui doit vraiment le premier langage orienté objet robuste, complet, alors que Simula n'avait fait qu'aborder un certain nombre de domaines. Alors, il y a eu les concepteurs d'origine qui étaient Dahl et Nygaard, les Norvégiens, et lui est arrivé donc Alan Kay avec donc son équipe. Bien. Guido van Rossum, c'est Python.
Python, alors c'est pas la peine de vous le présenter parce que vous le pratiquez probablement autant que nous, hein. Euh, c'est un concepteur, mais lui, il n'a pas cette, on va dire, cette étiquette, on va dire, cette formulation qu'on peut retrouver chez d'autres personnes. C'est pas un mathématicien de très haut niveau, c'est pas, vous voyez, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a travaillé simplement, qui avait fait des études donc à l'université d'Amsterdam et qui avait donc des qualités incontestablement, mais pas celles véritablement donc d'un créateur. Et c'est un petit peu par hasard qu'il est arrivé dans le domaine, puisque l'université lui a demandé d'écrire, de participer à un projet de fabrication d'un langage destiné à des scientifiques qui ne soit pas trop compliqué donc à utiliser. Hein, c'est ce que sera d'ailleurs Python par la suite. Bon, et donc ça va commencer. Alors il fabriquera donc un langage qui s'appelle ABC, qui n'a jamais marché, mais c'est pas grave. Hein, il y avait quand même dans ces idées-là. Il a quitté donc l'université et puis il est rentré donc dans un organisme donc, néerlandais qui s'appelle CWI. Donc et là il va s'entêter et c'est là où il va donc créer le langage Python. Mais Python, en fait, qui est sorti, première version qui est sortie en 1991, répondait donc au même cahier des charges que l'université donc d'Amsterdam, faire quelque chose donc de simple. Bon, et le succès en fait de Guido van Rossum, il est dû à deux choses à mon avis. D'une part, il a eu des idées remarquables, et en particulier dans la typologie des données, les dictionnaires, les itérations, avec des itérateurs dans tous les sens, de manière à pouvoir scruter donc ces structures de données d'une manière simple. Hein. Il a donc imaginé tout ça, mais il a lui aussi de la chance. Il a la chance parce qu'il est arrivé au moment où, on va dire, le marché, l'industrie et la science avaient besoin d'un truc qui n'existait pas. Et c'est devenu donc Python. Voilà. Alors, il a fini sa carrière chez Dropbox, hein, qu'on peut concevoir comme étant une sorte de cloud un petit peu donc avant la lettre, hein, parce que les gens de Dropbox avaient utilisé donc Python et ils avaient écrit 4 millions de lignes de code qui étaient donc du code Python. Alors quand Guido von Rossum est arrivé en disant je viens bosser avec vous, travailler avec vous, et ils ont été très contents, ils se sont dit ah ben chouette, maintenant il ne peut plus rien nous arriver, on a le patron qui est avec nous. Alors il a fait une chose bizarre, ce monsieur von Rossum, je ne comprends pas, il a pris sa retraite à 80 ans. Alors je trouve ça complètement ridicule. Quand on s'appelle von Rossum, on prend pas sa retraite. D'abord 80 ans, c'est même pas encore la maturité. Donc il aurait fallu, à mon avis, qu'il attende un petit peu hein, avant de prendre sa retraite. Mais c'est comme ça. Il est maintenant rangé des voitures, mais il fait partie donc de notre tableau d'honneur. Berners-Lee et Robert Cailloux, alors ça c'est extrêmement connu bien entendu. Berners-Lee, c'est donc, je vais très vite dessus, c'est celui qui a donc créé le langage HTML. Il travaillait au centre de recherche de Genève. Et puis Robert Cailloux, c'est celui qui a créé le premier navigateur pour une machine, donc Apple. C'est vrai que Berners-Lee, en créant son outil, il avait donc imaginé donc un langage qui permettrait de faire de l'hypertexte, vous voyez, donc tout ça, un langage simple pour créer des documents que l'on placerait sur des serveurs et avec un navigateur que mon ami Robert Cailloux est en train de fabriquer, eh bien on va pouvoir y accéder. Bon, il envoie la note à son patron qui lui retourne en disant vague, virgule, mais intéressant. Vague mais intéressant. Il y a, je sais pas, il y a 5 milliards de serveurs HTML sur la planète aujourd'hui, vague mais intéressant. Donc il est bien à sa place. Robert Cailloux, navigateur, et Tim Berners-Lee, britannique, hein, j'insiste bien, donc à l'origine donc de HTML et du navigateur. Stallman, c'est autre chose. Stallman, c'est le créateur de la première licence open source. Alors, c'est ce qu'on a appelé donc la GPL, qui a été donc imaginée dans le cadre d'un projet qui était le projet GNU, qui était un projet d'un système d'exploitation qui n'était pas Unix, qui était utilisable sans trop de contraintes. Alors, pour résumer ce qu'a été donc Richard Stallman, qui a vraiment eu un rôle et donc une influence considérable, eh bien,
On dira que cette licence GPL qu'il a inventée, ce n'est pas du libre. Il ne faut pas faire l'erreur de croire ça. C'est pas du libre. Le libre, je fais ce que je veux. C'est un peu ce qu'a proposé Raymond, hein, un ancien hacker. Il ne faut pas confondre avec ce que proposait donc Raymond. Lui, c'est une licence. Il faut quand on prend un produit GPL, il faut respecter les caractéristiques de la licence. Et en particulier, si je récupère le source d'un produit GPL et je le modifie, eh bien je dois le redistribuer avec les mêmes contraintes et je dois en particulier donner le source. Donc voilà. Alors lui, il est l'homme de 4 grandes vérités: la liberté d'utiliser un programme, de l'étudier et donc l'adapter à mes besoins, la liberté donc de le copier, la liberté donc de l'améliorer. Alors ça a eu des conséquences énormes. Énorme. Alors aujourd'hui, il y a plus de 300 licences open source. Alors, c'est pas du GPL, hein, mais d'autres licences open source. Pratiquement maintenant, dès qu'un produit sort, il sort avec sa propre licence open source, qui n'a donc rien à voir avec donc du libre, hein, et ça n'a rien à voir non plus avec la gratuité. Bizarrement, alors lui, par contre, il a tout pété les plombs, à vrai dire, parce que dans les différentes présentations qu'il a fait donc récemment, il a un peu tendance à être bizarre. Il se met à sauter sur les tables, à s'habiller comme Jésus-Christ, il ne manque plus que l'aura derrière. C'est un peu étonnant. À mon avis, il n'a pas besoin de ça pour s'exprimer, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, là encore, méritait donc notre tableau de la renommée. TED-Code, lui, alors c'est une informatique, on va dire, plus classique, hein. C'est celui des bases relationnelles. Alors, les bases relationnelles, TED-Code a inventé le concept de base relationnelle quand il était travaillé chez IBM. IBM, qui a toujours eu l'habitude de travailler avec deux fours, avec, vous voyez, deux solutions à un moment donné, parmi lesquelles il faudra choisir. Et donc, IBM avait lancé à la même période qu'au moment où donc TED-Code avait inventé le concept de base de données relationnelles, lui, il avait son propre système qui s'appelait IMS. IMS, qui est donc un système hiérarchique de base de données fait pour des gros mainframes, un gros truc, un gros machin, difficile, donc à la IBM, quoi. Hein. Donc ça marchait très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'était lourd, hein. Alors que l'idée donc de TED-Code, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus intelligent au sens des mathématiques. Et il a imaginé une véritable, on va dire, algèbre du relationnel. Et donc, lui, ensuite, il a créé ces fameuses 12 lois de code, et je précise que aucun système de base de données aujourd'hui respecte la totalité des 12 lois de code. Hein, c'est plutôt une espèce de référence, hein, on va dire quelque chose auquel on voudrait respecter, mais qu'on ne peut pas entièrement respecter. Alors, par contre, en interne, IBM avait donc développé un autre outil, qui était déjà un outil relationnel, en même temps donc que c'était la deuxième option, hein, c'était un produit qui s'appelait SQL, avec lequel donc collaborait TED-Code. Et le personnage de Larry Ellison, qui a créé Oracle, en fait, il a récupéré les travaux de code et les travaux donc qui étaient dans SQL. Et son langage SQL, que l'on dit, à mon avis, à tort, a été inventé par Larry Ellison, c'est pas vrai. On l'a retrouvé c'était dans SQL. Voilà, c'est comme ça. Alors lui aussi, donc, ce sera en 1981, et donc TED-Code recevra donc le prix Turing. IBM annoncera sa première base, donc au même moment, hein, c'était en 1981, donc, sa première base relationnelle, opérationnelle, et on va dire commercial, hein, c'était SQLDS, qui ensuite va changer de nom et qui deviendra donc DB2. Mais à l'origine de tout ça, c'est monsieur TED-Code. Du côté de l'intelligence artificielle, bon, alors là, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas insister dessus, mais on admet aujourd'hui que c'est donc John McCarthy qui a été, on va dire, le détonateur de la technologie, hein, en particulier pour avoir été l'organisateur de la conférence du Dartmouth College, donc en 1956, dans lequel il y avait tout le monde, en particulier, vous voyez, donc des gens comme Shannon, hein, il était là, ou Marvin Minsky, dont on pourrait reparler d'ailleurs après, parce qu'il a eu des problèmes à cause de l'affaire Epstein. Donc Marvin Minsky, qui est quand même considéré comme l'un des gros penseurs, hein, à l'origine de l'intelligence artificielle. John McCarthy,
Donc, il a inventé également le langage Lisp, donc c'est pas rien. Il sera prix Turing, donc en 1971, et donc il est bien à sa place là où on l'a mis. Le français, Yann Locon. Alors, le français, j'insiste un tout petit peu, donc c'est la personne qui monte hein, actuellement. Vous avez vu qu'il était précédemment responsable du département d'intelligence artificielle chez Meta avec Zuckerberg. Apparemment, il s'est fâché avec lui. C'est quand même quelqu'un de très brillant, Yann Locon. Hein. Alors, je vous ai mis ici son cursus universitaire. Il a été prix Turing en 2018. Mais je voulais simplement insister sur un point qui est très très actuel. Yann LeCun a créé une compagnie il n'y a pas longtemps, donc à Paris, euh, qui travaille bien entendu sur l'intelligence artificielle et qui utilise donc des réseaux neuronaux pour ça. Bon, euh, il prétend que toutes les technologies qui sont utilisées par l'intelligence artificielle dans les outils de génération, ce qu'on appelle les LLM, sont faux. Enfin, c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'ils sont arrivés dans le mur. Par exemple, en termes de consommation électrique, c'est absolument délirant. Et qu'il y a conceptuellement parlant l'impossibilité de poursuivre dans cette voie. Apparemment, Zuckerberg n'était pas du même avis. En tout cas, lui, il est parti. Et je pense que ce serait un bon conseil de dire, voilà une personne qu'il faudrait suivre dans le détail pour voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Bon, alors, on verra donc ce qu'il en est. Voilà encore un personnage. Je crois que ça sera, à mon sens, hein, je m'engage peut-être un tout petit peu, l'un des 5 plus grands personnages qu'on aura connus donc, dans notre métier de l'informatique. Alors, le dernier que je voulais évoquer, hein, c'est celui donc Vitalik Buterin, hein, donc un Russe qui est un Russe canadien. Il a fait ses études à Toronto et c'est un tout jeune. Hein, en 2026, il aura donc 31 ans. Donc c'est vraiment un gamin. C'est lui qui a conçu. C'est pour ça qu'il se trouve ici. Donc Ethereum, mais en tant qu'outil, on va dire transactionnel sur Internet. Comment faire du transactionnel sur Internet et pas uniquement des sites web, du transactionnel. Alors ça, c'est important. Il y a beaucoup de choses là-dedans parce que ça débouche sur des technologies que sont les blockchains, sur les technologies de défi, défi sur la distribution, on va dire, des responsabilités donc, financières, sur les notions de contrats intelligents, bien entendu. Les monnaies cryptographiques, mais ce n'est pas le plus important. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas une simple vraiment disruption, comme on dit, technologique. Hein. C'est véritablement, donc à mon sens, donc une révolution. En tout cas, il est autiste. Il est autiste, qui explique d'ailleurs d'une part son génie, incontestablement, mais aussi quelques petites difficultés, entre guillemets, de relationnement avec son entourage. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est fascinant. Voilà, donc ce que je vous ai présenté ces personnages-là, et donc pour terminer, hein, puisque le moment est arrivé quand même de se quitter, qu'est-ce que ces gens-là donc ont vraiment en plus de nous? Alors, quand on regarde bien, hein, au moins pour les 20 que je vous ai présentés, j'ai trouvé un certain nombre de critères qu'ils partagent en général. Ils regardent toujours plus loin que le commun des mortels, et ils se projettent dans des univers qui sont les seuls à comprendre. Ils sont multidisciplinaires. Vous avez vu dans les formations, souvent chimie, physique, mais aussi mathématiques, donc multidisciplinaires. Ils n'ont pas peur de la vérité, même quand elle est dérangeante et quand ça les dérange. Et ils sont très pédagogues. Ils n'ont pas de repos tant qu'ils n'ont pas convaincu les autres. Et des fois, c'est très compliqué à comprendre. Hein. Moi, ça m'est arrivé, ce genre de choses. Donc, essayer de comprendre des gens qui m'expliquaient donc des concepts mathématiques de très très haut niveau, j'avoue que je m'accrochais donc à mon bureau. Ils sont jeunes au sens de général MacArthur, hein, qui est, la jeunesse, c'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, un effet de la volonté, une capacité d'imagination. Et ils sont jeunes, ils sont presque des gamins. Hein. Einstein, c'était un gamin, par exemple. Ils adorent communiquer, et pas simplement donc pour leur carrière. Ils aiment communiquer. Ah, ils sont dans toutes les présentations qui se font partout dans le monde. Ils sont toujours émerveillés. Ils sont insatiables et ils sont fascinés par ce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est une obsession donc permanente. Ils ont
Pour eux, l'argent est peut-être important, mais ça n'a d'intérêt que si ça s'accompagne de la reconnaissance des contemporains. Ils sont intransigeants avec ce qu'ils croient être la vérité. Ils savent se remettre en cause, comme tous les scientifiques d'ailleurs. Hein. Les scientifiques s'arrêtent à un modèle à un moment donné, mais si on leur démontre que le modèle de demain est meilleur, ben ils prendront le modèle de demain. Ils n'ont pas peur de choquer, et ils ont aussi un ego surdimensionné, ce qui devient un avantage. Tous ces gens sont quand même des gens vraiment étonnants. Hein. Bon, enfin, je voulais donc un petit peu vous les présenter. Hein. Peut-être vous n'êtes pas donc de mon avis, mais moi je serais très intéressé, bien entendu, par vos réactions.